Bonsoir à tous, bonsoir au public, de la Cité libre. Ce soir, je vous propose un exposé, de politique environnementale. On va discuter de différentes conceptions politiques relatives à la préservation de l'environnement et plus spécifiquement, le débat va porter sur la possibilité de concilier ou pas l'économie capitaliste moderne et la préservation de la nature. Pour commencer d'introduire ce débat durant lequel plusieurs points de vue vont être considérés et critiqués à tour de rôle, je vais d'abord vous lire un texte d'Anton Pannekoek, texte intitulé La destruction de la nature, qui date de 1909 et que j'ai découvert par hasard ces derniers jours. Alors, présentons sommairement l'auteur. Qui était Anton Pannekoek? Eh bien, c'est un personnage des milieux scientifiques hollandais du XXe siècle. Il est né en 1873, il est mort en 1960, donc il a vécu très longtemps. Il était astronome, astrophysicien dans ses activités professionnelles et scientifiques. Il a aussi écrit sur Darwin dans le domaine des sciences de la nature. Et c'est une figure importante du mouvement communiste aux Pays-Bas. Plus exactement, Pannekoek représentait ce qu'on appelle la gauche communiste ou encore le communisme de conseil, c'est-à-dire une tendance de gauche communiste démocratique, anti-autoritaire, proche de l'anarchisme, et très fortement opposée aux conceptions autoritaires du communisme de Lénine et de l'URSS en général. Donc il va faire partie d'un mouvement européen et notamment germano-hollandais qu'on appelle la gauche communiste, qui a trouvé plusieurs représentants dans différents pays d'Europe du XXe siècle, et qui sont, si vous voulez, des dissidents ou des opposants du communisme officiel ou des partis communistes inféodés à la Troisième Internationale et à Moscou. Donc Pannekoek, il est surtout connu sur le plan politique pour ses positions de gauche anti-autoritaire et révolutionnaire, mais c'est intéressant de voir, au travers du texte que je vais vous lire, qu'il a des conceptions qui préfigurent, sans qu'il soit connu pour ça, me semble-t-il, il a des conceptions politiques qui préfigurent un autre courant de la pensée du XXe siècle, qui est ce qu'on appelle l'écosocialisme. L'écosocialisme est un ensemble de courants dont on attribue en général l'apparition dans les années 1970, qui tentent de renouveler finalement la critique du capitalisme et le marxisme ou les courants socialistes révolutionnaires en les croisant, en les hybridant avec une critique des effets de l'économie et de la société moderne sur la nature, sur l'environnement naturel. Ce sont l'ensemble des courants qui pensent qu'il n'y a pas de préservation du milieu naturel possible si le capitalisme est maintenu comme mode de production des sociétés humaines. Et donc ce courant d'idées, voilà, dont on pourrait citer des auteurs postérieurs ou un peu plus canoniques, auxquels on peut penser en France notamment, on peut penser à un penseur comme André Gorz, hein, qui a été un des représentants de l'écosocialisme. On peut penser à Michael Lowy, le sociologue, qui a écrit beaucoup sur ces sujets. L'écosocialisme a eu des précurseurs avant cette période des années 1970, mais Anton Pannekoek lui-même n'est généralement pas considéré comme se rattachant à ce courant. Donc déjà, je fais le lien, voilà, je trouve ça intéressant de voir qu'on a un auteur écosocialiste méconnu comme tel. Habituellement, les écosocialistes du début du XXe siècle, ce seraient peut-être des gens comme William Morris, le penseur du romantisme socialiste en Angleterre. Ce serait peut-être, comment s'appelle-t-il il y a un auteur américain qui a écrit sur les villes, l'histoire des villes, qui voilà, pouvait aussi un petit peu représenter ce genre-là de tendance critique vis-à-vis de l'industrialisation, vis-à-vis de l'accaparement de la nature, etc. Bon. Enfin bref, dans l'histoire du mouvement écosocialiste, donc Pannekoek semble appartenir au camp des précurseurs. On pourrait même remonter encore au XIXe siècle hein, pour trouver d'autres précurseurs de ce courant. On peut penser à Élisée Reclus du côté de l'anarchisme. Hein, on a une pensée à la fois anarchisante et socialisante euh, et, euh, et pro-défense de l'environnement. Donc, on va lire d'abord le texte de Pannekoek et voir comment il argumente pour montrer que, selon lui, le capitalisme est destructeur par nature de la nature, justement, de l'environnement naturel.
De nombreux écrits scientifiques se plaignent avec émotion de la destruction croissante des forêts. Or, ce n'est pas seulement la joie que chaque amoureux de la nature éprouve pour la forêt qui doit être prise en compte. Il existe aussi d'importants intérêts matériels, voire des intérêts vitaux pour l'humanité. Avec la disparition des riches forêts, des pays connus dans l'Antiquité pour leur fertilité, densément peuplés, véritables greniers pour les grandes villes, sont devenus des déserts pierreux. La pluie n'y tombe que rarement, ou des pluies diluviennes dévastatrices emportent les minces couches d'humus qu'elle doit fertiliser. Donc c'est intéressant de voir que la manière dont il critique la destruction de la nature au début du XXe siècle, évidemment ça prédate tout ce qu'on pouvait savoir à cette époque-là sur le réchauffement climatique et les dégâts que ça cause à l'environnement. Là, l'argument porte surtout dans la première partie du texte sur les forêts, leur rôle de régulation, ou en tout cas leur rôle le rôle que jouent les forêts dans la pluviométrie et l'hydrologie, le fait que ça retient les pluies diluviennes qui peuvent entraîner des éboulements dans les vallées, ou le fait qu'au contraire, avec l'évapotranspiration, ça participe à générer des précipitations et donc à permettre les cultures. Et ces forêts sont détruites, alors ils ne précisent pas vraiment pour quelle activité concrète à ce moment-là, peut-être pour faire du charbon de bois, hein. Après tout on est encore dans une phase de la révolution industrielle en Europe. Donc destruction des forêts. Là où la forêt des montagnes a été anéantie, les torrents alimentés par les pluies de l'été roulent d'énormes masses de pierres et de sable qui dévastent les vallées alpines, déforestent et détruisent les villages dont les habitants sont innocents. Et là il cite un texte sans préciser la source. Du fait que le profit personnel et l'ignorance ont détruit la forêt dans les hautes vallées et régions des sources. Intérêt personnel et ignorance. Les auteurs qui décrivent avec éloquence ce désastre ne s'attardent pas sur ses causes. Ils croient probablement qu'il suffit d'en souligner les conséquences pour remplacer l'ignorance par une meilleure compréhension et en annuler les effets. Ils ne voient pas qu'il s'agit d'un phénomène partiel, l'un des nombreux effets de nature similaire du capitalisme, ce mode de production qui est le stade suprême de la chasse au profit. Comment la France est-elle devenue un pays pauvre en forêt, au point d'importer chaque année des centaines de millions de francs de bois de l'étranger, et de dépenser beaucoup plus pour atténuer, par le reboisement, les conséquences désastreuses de la déforestation des Alpes? Point d'interrogation. Alors, entre parenthèses, je ne suis pas tout à fait sûr, j'en reparlerai parce que je compte faire une introduction à l'histoire des forêts françaises, je ne suis pas tout à fait sûr qu'il ait raison de parler d'une perte des forêts françaises pour le début du XXe siècle, parce qu'au XIXe siècle, il y a eu des politiques publiques, notamment d'implantation de forêts dans les Landes, voilà, dans certaines parties du territoire. Donc sur le plan factuel, je ne suis pas très bien sûr que l'argument soit très très bon. De plus, on ne peut pas simplement conclure du fait qu'un pays importe plus de bois qu'il ait un problème avec ses ressources en bois propres, comme si la ressource était utilisée de façon constante, alors que justement, comme j'ai dit avec la révolution industrielle, il y a un besoin de charbon de bois ou de dérivés du bois de plus en plus important. Toutes les mines qui sont exploitées, il faut du bois pour étayer, enfin je ne sais plus comment on dit, mais voilà, faire toute l'infrastructure là pour aller exploiter le fond des mines avec des planches de bois et compagnie. Donc le fait que la France de cette époque-là consomme beaucoup plus de bois, ça pourrait signifier non pas qu'elle en a moins dans ses forêts que par le passé, mais peut-être qu'elle en consomme beaucoup plus et beaucoup plus vite. Donc voilà, ce serait à vérifier quand il affirme que la France serait devenue un pays pauvre en forêt, ou qu'elle le serait plus à ce moment-là par rapport à une autre période de son histoire. Je ne suis pas tout à fait sûr. Mais si ça ne marche pas de la France de l'époque, ça peut certainement marcher d'autres régions d'Europe, hein. Sous l'Ancien Régime, il y avait beaucoup de forêts domaniales. Donc sous l'Ancien Régime, avant le capitalisme et l'industrialisation. Mais la bourgeoisie, qui a pris les rênes de la Révolution française, ne voyait dans ces forêts domaniales qu'un instrument d'enrichissement privé. Les spéculateurs ont rasé 3 millions d'hectares pour transformer le bois en or. L'avenir était le cadet de leurs soucis, seul comptait le profit immédiat. Pour le capitalisme, toutes les ressources naturelles ont la couleur de l'or. Et le texte m'intéressait justement parce qu'il n'est pas trop circonstanciel, trop limité, il y a une portée théorique quand même relativement générale aux affirmations de l'auteur, qui peut avoir encore un intérêt pour nous. Plus il les exploite rapidement, plus le flux d'or s'accélère.
L'existence d'un secteur privé a pour effet que chaque individu essaye de faire le plus de profit possible, sans même penser un seul instant à l'intérêt de l'ensemble, celui de l'humanité. Par conséquent, chaque animal sauvage ayant une valeur monétaire, toute plante poussant à l'état sauvage et dégageant du profit est immédiatement l'objet d'une course à l'extermination. Il disait ça avant qu'on parle de sixième extinction de masse, on est au début du XXe siècle. C'est d'où le côté un peu prophétique aussi du texte, ou clairvoyant. Les éléphants d'Afrique ont presque disparu, victimes d'une chasse systématique pour leur ivoire. La situation est similaire pour les EVA, qui sont victimes d'une économie prédatrice, dans laquelle tout le monde ne fait que détruire les arbres sans en replanter de nouveaux. On pourrait aussi parler du fait que quand il y a des politiques de reboisement en France au XIXe siècle, c'est souvent des essences qui sont les mêmes, des essences, les types d'arbres, c'est ça qu'on appelle des essences d'arbres, des essences d'arbres qui sont industrialisées elles aussi à la chaîne, qui sont exploitées selon des cycles plus rapides et produites pour le marché. Donc c'est plus des forêts vierges, diversifiées et traditionnelles. C'est plus de la forêt anarchique, c'est de la forêt artificielle et à finalité d'exportation économique. On retrouve ça dans d'autres régions du monde, y compris jusqu'à nos jours. En Sibérie, on signale que les animaux à fourrure se raréfient de plus en plus en raison d'une chasse intensive et que les espèces les plus précieuses pourraient bientôt disparaître. Au Canada, de vastes forêts vierges sont réduites en cendres, non seulement par les colons qui veulent cultiver le sol, mais aussi par les prospecteurs à la recherche de gisements de minerais. Ceux-ci transforment les versants montagneux en roches dénudées pour avoir une meilleure vue d'ensemble du terrain. En Nouvelle-Guinée, un massacre d'oiseaux du paradis a été organisé afin de se plier à la lubie dispendieuse d'une milliardaire américaine. Les folies à la mode typiques d'un capitalisme gaspillant la plus-value ont déjà conduit à l'extermination d'espèces rares. Les oiseaux de mer de la côte est américaine n'ont dû leur survie qu'à la stricte intervention de l'État. De tels exemples pourraient être multipliés à l'infini. Donc il y a une nette conscience d'un processus d'effondrement de la biodiversité au début du XXe siècle, ce qui fait que le texte de Panécoec a quelque chose de très visionnaire, puisque ça ne fait pas du tout partie des préoccupations de la plupart des contemporains. En tout cas, pour autant qu'on le sache, mais il y a beaucoup de renouvellements qui se font en histoire environnementale sur ces sujets depuis quelques années. Mais les plantes et les animaux ne sont-ils pas là pour être utilisés par les humains à leurs propres fins ? Ici, nous laissons complètement de côté la question de la conservation de la nature telle qu'elle se poserait sans l'intervention humaine. Nous savons que les humains sont les maîtres de la Terre et qu'ils transforment complètement la nature pour leurs besoins. Pour vivre, nous sommes complètement dépendants des forces de la nature et des richesses naturelles. Nous devons les utiliser et les consommer. Ce n'est pas de cela dont il est question ici, mais uniquement de la façon dont le capitalisme en fait usage. Donc c'est pas de l'écologie profonde, c'est pas de l'écologie radicale, c'est pas de l'anarchisme écologiste primitiviste qui voudrait revenir à une société prémoderne extrêmement peu consommatrice de ressources ou qui remettrait très fortement en cause l'exploitation de la nature. Pour Panécoec, les sociétés humaines ont besoin d'exploiter la nature pour répondre à leurs besoins. Ce qui fait qu'il y a crise écologique, selon l'auteur, c'est une certaine forme d'organisation de l'économie moderne qui est le capitalisme. C'est une thèse aussi qui serait contestée justement par des courants plus radicaux qui considéreraient que même des économies donc capitalistes seraient elles aussi un problème pour la nature et qu'il n'y a peut-être pas de solution, ou alors que la solution demanderait un retour à des niveaux de développement économique pré-modernes et extrêmement peu productifs. Un ordre social raisonnable, celui qu'il s'agirait de créer quand on veut justement changer la société et dépasser le capitalisme, devra utiliser les trésors de la nature mis à sa disposition de telle sorte que ce qui est consommé soit en même temps remplacé. La fameuse règle verte que défendent de nos jours certains partis politiques françaises, ou en tout cas quelque chose qui s'approcherait d'un tel principe. En sorte que la société ne s'appauvrisse pas et puisse s'enrichir. Une économie fermée qui consomme une partie des semis de céréales s'appauvrit de plus en plus et doit infailliblement faire faillite. Tel est le mode de gestion du capitalisme. Cette économie qui ne pense pas à l'avenir ne fait que vivre dans l'instantanéité. Dans l'ordre économique actuel, la nature n'est pas au service de l'humanité, mais du capital.
Ce ne sont pas les besoins vestimentaires, alimentaires et culturels de l'humanité, mais l'appétit du capital en profit en or qui régit la production. Les ressources naturelles sont exploitées comme si les réserves étaient infinies et inépuisables. Avec les conséquences néfastes de la déforestation pour l'agriculture, avec la destruction des animaux et des plantes utiles, apparaît au grand jour le caractère fini des réserves disponibles et la faillite de ce type d'économie. Roosevelt, donc c'est Theodore Roosevelt, le président des États-Unis de cette période-là, celui qui est, comment dirais-je, le président américain au moment de la Première Guerre mondiale, à ne pas confondre avec Franklin Roosevelt. Donc Theodore Roosevelt reconnaît cette faillite lorsqu'il veut convoquer une conférence internationale pour faire le point sur l'état des ressources naturelles encore disponibles et prendre des mesures pour prévenir leur gaspillage. Petit fait du passé intéressant. Bien sûr, ce plan en soi est une fumisterie, attaque le révolutionnaire Panécoek. L'État peut certes faire beaucoup pour empêcher l'impitoyable extermination d'espèces rares, mais l'État capitaliste n'est après tout qu'un triste représentant du bien commun. Il doit se plier aux intérêts essentiels du capital. Donc on voit qu'on a avec Panécoek un auteur socialiste ou marxiste qui considère que l'État n'est pas une instance neutre au-dessus de la société, mais un outil de la classe dominante, en l'occurrence la classe bourgeoise, qui s'en sert pour ses propres fins, ses propres intérêts, au détriment d'autres classes exploitées et des intérêts de l'ensemble de la société, ou d'une large partie de la société en tout cas. Le capitalisme est une économie décérébrée qui ne peut réguler ses actes par la conscience de leurs effets. Mais son caractère dévastateur ne découle pas de ce seul fait. Au cours des siècles passés, les êtres humains ont exploité la nature de manière insensée sans penser à l'avenir de l'humanité tout entière, mais leur pouvoir était réduit. Donc il accuse aussi l'humanité du passé, elle n'était pas vraiment consciente de problèmes environnementaux quelconques, mais c'était pas vraiment grave parce que de toute façon, elle avait très peu de pouvoir sur son milieu naturel. Et ça a changé depuis le début de l'ère industrielle. La nature était si vaste et si puissante qu'avec leurs faibles moyens techniques, ils ne pouvaient lui faire subir que d'exceptionnels dommages. Le capitalisme, en revanche, a remplacé le besoin local par le besoin mondial, créé des moyens techniques pour exploiter la nature. Aucune époque avant la nôtre n'avait soupçonné de telles forces productives dans le corps social, comme disait Marx dans le Manifeste en 1848. Les capacités d'action de l'humanité sur la nature ont décuplé au cours du XIXe siècle, ou décuplé ou plus. Elles ont atteint un niveau sans précédent. Il s'agit alors d'énormes masses de matière qui subissent des moyens de destruction colossaux et sont déplacées par de puissants moyens de transport. La société sous le capitalisme peut être comparée à la force gigantesque d'un corps dépourvu de raison. Alors que le capitalisme développe une puissance sans limite, il dévaste simultanément l'environnement dont il vit de façon insensée. Solution du problème, seul le socialisme, qui peut donner à ce corps puissant conscience et action réfléchie, remplacera simultanément la dévastation de la nature par une économie raisonnable. Alors la solution éco-socialiste, si elle est plutôt annoncée que détaillée ou analysée dans le texte en détail, elle est quand même assez nettement conçue selon l'idée que le socialisme, ce serait une activité économique consciente, ce serait la société qui comprendrait ses buts et qui les imposerait. Donc en filigrane, il y a l'idée de planification qui n'est pas nommée explicitement mais qui est présente dans le texte. L'économie capitalisme est une économie dans laquelle les acteurs visent le profit et travaillent pour leur propre profit égoïste, tandis que l'économie socialiste serait au service des besoins et serait justement une activité qui vise non pas un équivalent abstrait et impersonnel qui est l'argent ou les attentes du marché, mais des besoins socialement définis. Donc il y a une dimension planificatrice associée au socialisme de façon implicite dans le texte. Ce dont on pourrait discuter ou introduire des nuances ou des réserves, sachant les problèmes que peut poser une économie qui serait très lourdement planifiée, comme le montre le cas de ce que sont été les régimes socialistes entre guillemets réels du XXe siècle. Mais en tout cas, à défaut d'être nécessairement convaincu dès sa présence ce stade de la solution, on peut quand même saluer
la prise en compte du problème, la formulation du problème, hein, la thèse de Panekoek, selon laquelle l'économie capitaliste moderne n'est pas compatible avec la préservation d'un environnement soutenable pour les générations futures et soutenable pour les espèces animales qui vivent d'ores et déjà sous cette domination économique. Alors, on pourrait donc mettre en discussion la thèse écosocialiste que j'ai présentée à partir du cas de Panekoek, mais il y a beaucoup d'auteurs, y compris dans les dernières décennies, qui ont écrit des ouvrages ou des livres sur cette question, qui défendent des positions similaires sur le fond, hein. Donc la thèse commune à tous les écosocialistes, c'est que seul le socialisme, et non pas le capitalisme, pourrait permettre de répondre aux besoins de l'humanité sans dévaster l'environnement naturel dont elle a besoin pour assurer sa survie. La thèse opposée, ou la thèse des contradicteurs de l'écosocialisme, ce serait celle qui consisterait à dire à l'inverse que, en fait, pas du tout, le capitalisme libéral est tout à fait capable de s'adapter et de ne pas dévaster l'environnement naturel. Donc après avoir présenté en tout cas dans un premier temps la thèse, je vais dans un instant vous présenter une opinion complètement divergente qui va essayer de soutenir ou de préserver le capitalisme de cette accusation d'être un danger pour l'environnement. Accordez-moi un instant, je reviens. Alors pour contredire la position de Panekoek, je vais m'appuyer sur un auteur français contemporain, qui est un économiste d'orientation libérale et favorable à l'économie de marché libre, qui est Pascal Salin. Pascal Salin est un représentant français d'un courant de la pensée politique et économique qu'on appelle l'école autrichienne d'économie, un courant qui est apparu donc en Autriche à la fin du XIXe siècle et qui défend avec différents arguments principalement sous l'angle, si vous voulez, de l'efficacité et de l'adaptation des moyens et des fins, l'idée que l'économie de marché est plus performante pour produire de la richesse que les différentes variantes qu'on pourrait lui opposer, que ce soit un marché régulé par des interventions étatiques ou l'absence de marché au profit d'une planification intégrale de l'économie. Pascal Salin, donc, non seulement défend le marché dans les activités économiques, mais plus généralement défend la liberté individuelle comme principe général d'organisation des rapports sociaux et des rapports juridiques entre les individus. Donc, c'est un auteur qui défend le libéralisme. Pour une présentation détaillée du libéralisme, je vous renvoie à une vidéo précédente de ma chaîne. Et pour une critique du libéralisme sur le plan de la philosophie politique, je vous renvoie aussi à une vidéo précédente de la chaîne de la Cité Libre. Cependant, ici, il ne va pas s'agir de discuter la pertinence du libéralisme sur un plan normatif, mais plutôt de sa capacité à être une réponse sur la question spécifique de la préservation de l'environnement. Donc, on a un débat qui s'organise avec une valeur qui est censément reconnue par chacune des parties en présence, les libéraux et les socialistes, par l'intermédiaire des deux auteurs que je mets en confrontation. Ils s'accordent sur la fin, il faudrait que l'environnement naturel soit préservé et maintenu durablement, et ils sont en désaccord sur les moyens, c'est-à-dire comment préserver l'environnement naturel. Pour les uns, le capitalisme libéral est la solution, pour les autres, au contraire, c'est le problème. Alors quels sont les arguments que va avancer Pascal Salin pour essayer de justifier l'idée que pas du tout, le capitalisme c'est tout à fait compatible avec la défense de l'environnement. C'est même le seul système qui est vraiment compatible avec la défense de l'environnement. Donc pour ce faire, je vais présenter les arguments de Pascal Salin qu'on trouve au chapitre 16 de son livre de 2000 intitulé « Libéralisme ». Le chapitre 16 est intitulé, et c'est pas innocent, on y reviendra plus loin, la défense de l'environnement, bien public ou bien privé, point d'interrogation. Salin soutient la thèse que, je cite, « seule l'instauration du capitalisme, qu'il définit, je cite, comme un régime de droit de propriété privée », ce qui est à mon avis une définition insuffisante, mais on va partir de là pour ne pas complexifier le débat de ce soir. Donc seul un régime de droit de propriété privée, et c'est évidemment la partie privée qui est importante pour le débat, et la suppression du collectivisme, c'est-à-dire dans son esprit l'atteinte justement au bien privé des individus, permettent de défendre les espèces animales menacées et l'environnement. Donc c'est la thèse exactement inverse
des éco-socialistes. On a bien pris les pôles extrêmes du débat sur le sujet. Alors pour défendre sa thèse, et c'est très intéressant comme exemple, Salin nous parle de la protection des troupeaux d'éléphants. Éléphants qu'on avait déjà croisés dans le texte de Panikwek, puisqu'il nous signalait leur disparition au début du XXe siècle en Afrique. Les éléphants sont traqués pour leur ivoire. Il ne développe pas spécialement dans son texte Panikwek le cas des éléphants, il les mentionne parmi les innombrables espèces victimes de la prédation et de l'avidité justement des individus. Or, pour Salin, le problème des éléphants, c'est pas qu'ils sont pourchassés par des individus qui veulent faire du profit, c'est au contraire qu'ils n'étaient pas protégés par des droits de propriété privée. C'est ça qui les aurait menacés en fait. Alors voici comment il argumente. La situation qui est antérieure à l'instauration de droits de propriété privée sur les éléphants, c'est une situation où en fait les éléphants sont dans la nature, sont sur un espace public qui appartient sans doute à un État du point de vue de la législation, mais voilà, personne ne s'en occupe, ils sont là et ils appartiennent à personne ou à tout le monde selon comment on considère ce que c'est que l'espace public, mais voilà, ils sont dans la nature, ils n'ont pas de propriétaire justement. Alors n'ayant pas de propriétaire, eh bien n'importe qui peut venir et les braconner, ça ne porte pas atteinte aux droits de quelqu'un, personne ne va aller se plaindre en justice qu'on a tué mes éléphants. Donc selon Salin, c'est l'absence de droit de propriété qui menace les éléphants. En fait. S'ils avaient un propriétaire, il y aurait quelqu'un qui pourrait être juridiquement leur garant ou leur défenseur et avoir un intérêt finalement à les défendre. Alors je cite. À partir du moment où les éléphants appartiennent à des individus ou des groupes d'individus bien spécifiés, ces derniers ont intérêt, et on retrouve le primat qu'accorde la pensée libérale à l'intérêt particulier, à la fois comme motif d'explication du comportement, mais aussi comme élément qui sert à organiser un ordre social harmonieux. Ces derniers, donc quand il y a des droits de propriété, ont intérêt non seulement à exploiter les éléphants, mais à les créer, entre guillemets, c'est-à-dire à favoriser les naissances et à protéger leur croissance, puisque la protection d'un droit de propriété permet d'exclure autrui de l'usage d'une ressource. Le propriétaire d'un éléphant et lui seul peut décider de l'abattre, de vendre son ivoire et sa viande. Il a donc tout intérêt à empêcher les autres de tuer ces éléphants et à en faire apparaître de nouveaux. Donc, l'existence d'une propriété privée des éléphants permet de les défendre en tant que ressources économiques et de les gérer rationnellement pour en avoir plus tard, pour continuer à faire du profit plus tard. Ça crée un motif de préservation, un motif intéressé, un motif égoïste. Hein, voilà. Ça crée un motif de préserver les éléphants, alors que quand c'est des éléphants publics, bah, tout le monde s'en fout parce que ils appartiennent à personne en particulier. Et non seulement cette méthode est a priori la bonne, mais Pascal Salin prend à témoin des cas empiriques qui montrent que ça a bien permis, historiquement dans des cas identifiables, d'augmenter la population des éléphants et de les préserver. Je cite, « La privatisation des éléphants n'est pas qu'une vue de l'esprit. Si elle est en fait réalisée depuis longtemps, par exemple dans les parcs nationaux, en particulier en Afrique du Sud, elle est devenue la pratique légale normale d'un pays comme le Zimbabwe depuis quelques années. À vrai dire, il ne s'agit pas exactement de la création de droits individuels, on va y revenir, les éléphants étant plutôt devenus la propriété de communautés villageoises ou de familles élargies. Mais il n'en reste pas moins que cette modification juridique a transformé le sort des éléphants. Désormais, les villageois, au lieu d'être les spectateurs indifférents ou des acteurs conscients des massacres d'éléphants, sont devenus les gestionnaires rationnels d'une exploitation optimale des troupeaux d'éléphants. Le capitalisme pastoral a remplacé le collectivisme pour le plus grand bienfait des populations et des éléphants. Donc c'est très bien en fait d'introduire la propriété privée, d'introduire la mentalité propriétaire dans des sociétés qui peut-être ne pratiquaient pas la propriété privée de certaines choses naturelles, parce qu'ils sont désormais intéressés économiquement à la préservation et à l'accroissement de la ressource, pour gagner de l'argent. Et donc ça c'est bien. Dès lors, les villageois considèrent les éléphants comme des ressources non seulement renouvelables, mais à renouveler. Et si les éléphants deviennent trop importants par rapport à ce que l'environnement permet de supporter, on adapte leur dimension en tirant des ressources. Les résultats de cette privatisation sont tellement spectaculaires qu'en une quinzaine d'années, on est passé d'une situation où les éléphants étaient en voie d'extinction à une situation où ils sont au contraire surabondants,
au point qu'il est nécessaire d'organiser régulièrement des ventes aux enchères au cours desquelles les résidents du pays ou d'autres pays voisins, donc le Zimbabwe, peuvent acheter des animaux, non seulement des éléphants, mais aussi des girafes, des buffles ou des impalas, qui permettront de reconstituer leur propre troupeau ou se lancer à leur tour dans l'élevage. Et donc en fait, le capitalisme libéral, c'est génial parce que ça permet de démultiplier les ressources, de produire de la richesse comme on n'en a jamais vu avant. C'est la solution à la préservation des espèces animales en fait. Dès lors que la ressource a un intérêt pour des propriétaires, ils ont intérêt à la faire fructifier, à la développer. Donc on voit que la thèse de Salin est vraiment aux antipodes des accusations écosocialistes. C'est grâce à la création de droits de propriété privée que les espèces animales peuvent être démultipliées. En creux dans le propos de Salin, on retrouve le vieil argument d'Aristote présent au livre 2 des Politiques, selon laquelle les gens s'occupent très mal de quelque chose qui appartient à tout le monde. Aristote, en effet, semble anticiper une notion de théorie économique des années 50 qu'on appelle la tragédie des biens communs, l'idée qu'il y a une surexploitation des ressources qui se produit lorsqu'elle est détenue par différentes personnes parce que ça réduit l'intérêt de chacun à la préservation de la ressource en question. Au livre 2 des Politiques, Aristote, qui critique justement Platon et ses idées communistes sur le sujet, disait « On prend fort peu de soin de ce qui est commun à un très grand nombre. Les individus, en effet, s'occupent principalement de ce qui leur est propre et moins de ce qui est commun, ou seulement dans la mesure où chacun est concerné. Et outre ces différentes raisons, on néglige plus ce qui est commun parce qu'on a l'impression que quelqu'un d'autre s'en occupe. » Donc en fait, quand les vélos de ville écolos sont à tout le monde, et ben les gens les abandonnent un petit peu n'importe où parce qu'ils estiment que c'est pas leur vélo, donc voilà, ils sont négligents du bien commun. Alors que si c'était leur vélo personnel, ils les jetteraient pas n'importe où parce qu'ils les auraient payés. Voilà. Et donc les libéraux, voilà, vous diront que voilà, ils sont réalistes sur la nature humaine, l'homme est un être égoïste, il faut que la société soit organisée de façon à ce que les acteurs paient les coûts de leurs actions, que les acteurs soient rendus responsables, et pour que les gens soient responsables, il faut qu'il y ait des droits de propriété privée bien définis, et pas trop de ressources collectives qui seront négligées parce que personne n'estime que c'est sa ressource à lui personnellement, ou n'essaie d'en tirer profit. La mentalité égoïste des acteurs est à la fois un présupposé théorique, mais elle est aussi considérée, parfois ou jusqu'à un certain point, comme une valeur morale ou un appui en tout cas sur lequel doit se régler l'organisation des rapports juridiques et des lois. Alors ce qui me semble intéressant dans l'argument de Pascal Salin, outre le fait que ça permet de bien poser les termes du débat entre écologie de marché et écosocialisme, c'est que son exemple des éléphants, qui est un exemple réel, on va lui accorder le crédit que c'est un vrai exemple et qu'il n'a pas trafiqué les faits pour prouver son argumentation. Son exemple des éléphants du Zimbabwe, qui est généralisable évidemment à toutes sortes de cas du même type, mais on va voir que c'est ça le problème, quels sont les cas du même type. C'est un argument intéressant parce qu'il nous prouve que la privatisation des ressources naturelles et la recherche du profit n'entraînent pas nécessairement l'épuisement des ressources naturelles. Les éléphants, ils ont été privatisés et ils sont bien exploités pour en tirer le plus de profit possible. C'est d'ailleurs même pour ça qu'on en fabrique le plus possible. Reproduisez-vous, on va vous vendre. Donc ça ne mène pas forcément à un effondrement et une surexploitation de la ressource jusqu'à sa disparition. Donc, si la privatisation et la recherche du profit, qui sont quand même des traits structurants des rapports de marché et des rapports capitalistiques, ne sont pas des conditions suffisantes de l'effondrement de la ressource, ça veut dire que quand il y a effondrement de la ressource, il faut ajouter au moins une condition supplémentaire. C'est donc que dans la critique que faisait au départ dans son texte Panekoek du capitalisme, il doit manquer un élément qui permet ce passage justement des conditions simplement nécessaires mais non suffisantes aux conditions suffisantes d'un effondrement des ressources. Alors qu'est-ce que Panekoek n'a pas vu, et ça rend sa critique du capitalisme un petit peu imparfaite et un peu unilatérale, il manque quelque chose pour bien arriver à la conséquence fatale de l'effondrement de l'écosystème. Ce qu'il n'a pas vu, me semble-t-il, c'est que, je vais le détailler ensuite,
la condition supplémentaire qu'il faut ajouter pour arriver à une situation d'effondrement des ressources, c'est, me semble-t-il, quelque chose comme un certain type de variation de la demande des consommateurs. Je vais préciser dans un instant ce que j'entends par là, mais je tiens à souligner que c'est ce présupposé-là qui fait que la critique de Panakoek est un petit peu unilatérale, et c'est aussi le même présupposé qui fait que la défense du capitalisme par Salin est elle aussi un petit peu unilatérale. C'est-à-dire que ça marche dans certains cas, mais pas tout le temps. Tout ce qui est absolu est insignifiant, comme disait John Dewey. Ça marche dans certains cas, mais pas toujours. Parce que, en fait, l'argumentaire libéral de Pascal Salin en faveur d'une écologie de marché ne marche que sous des conditions qui ne sont pas explicitées dans le texte, qui donnent l'impression que c'est la meilleure solution de façon absolue et à chaque fois, alors qu'en fait ça dépend de configurations juridiques et institutionnelles bien précises. Alors j'ai un petit peu réfléchi, c'est la part de réflexion personnelle et de théorie un peu économique de mon propos. Pour que la création de droits de propriété privée sur des éléments naturels permette leur gestion durable, il faut 3 conditions qui ne sont pas toujours réunies. Alors première condition, le propriétaire privé doit vouloir maximiser son gain économique. Il ne faut pas simplement donner à quelqu'un la propriété privée des éléphants, il faut qu'en plus ils veulent faire de l'argent sur ces éléphants. Il faut qu'ils veulent faire de l'argent, mais en plus, il faut que ce soit son désir maître, comme dirait Frédéric Lordon, il faut que ce soit son désir le plus fort, celui qui primerait sur toute autre considération par rapport à ses biens. Parce que si on me donne des éléphants, mais que mon plaisir personnel en tant que propriétaire, c'est de les chasser de temps en temps, au bout d'un moment, il n'y en aura peut-être plus. Et oui. Le propriétaire privé d'un bien naturel, il peut décider de le détruire, il peut décider de le remplacer sur un espace donné par autre chose qu'une ressource naturelle. Par exemple, si on me donne la propriété privée d'une forêt amazonienne, je peux vouloir mettre un parc d'attractions à la place, ou je peux vouloir tout cramer par pur sadisme, si la loi ne m'en empêche pas. Et dans un monde parfaitement libéral ou libertarien, la loi ne m'en empêcherait pas parce que c'est mon terrain privé, donc j'ai bien le droit de tout cramer. Donc, première condition pour que la préservation de l'environnement par le marché libre soit assurée, c'est que le propriétaire veuille vraiment maximiser son profit. Il faut qu'il se comporte en homo economicus, en homme économique selon le terme en vigueur dans une certaine littérature de sciences économiques. Et cette focalisation sur le désir de tirer un profit économique comme motif dominant de l'action humaine, eh bien, est fortement critiqué en sciences sociales comme étant un modèle psychologique très réducteur de ce que sont les hommes empiriques observables. C'est une représentation de l'être humain qui est très contestée, et le plus beau là-dedans, c'est qu'elle est aussi contestée au sein de l'école autrichienne d'économie, à laquelle se rattache précisément Pascal Salin. Pour les auteurs classiques, on va dire, de l'école autrichienne d'économie, on ne peut pas modéliser le comportement des acteurs avec des équations qui partent du principe qu'ils vont toujours chercher à maximiser leur profit. Les désirs humains sont extrêmement indéterminés et peuvent viser toutes sortes d'autres objectifs. Et donc, voilà, c'est un présupposé de l'analyse que n'admettent pas des auteurs de l'école même de pensée à laquelle se rattache Salin. Donc c'est quand même un petit peu étonnant qui présuppose ça, alors que ça ne va pas du tout de soi, ni chez les gens qui sont pro-marché, ni dans les sciences humaines et sociales en général. Deuxième condition que doit remplir la situation institutionnelle pour que la privatisation des ressources naturelles amène à leur préservation effective, il faut non seulement que le propriétaire privé ait envie de maximiser son gain plus que n'importe quelle autre chose qu'il pourrait faire de sa propriété, mais il faut en plus qu'il ait la croyance qu'il va pouvoir dans le futur obtenir un bénéfice plus important en préservant la ressource, en ne l'épuisant pas. Il doit croire que son profit maximal exige une gestion durable de la ressource. C'est une deuxième condition, et vous voyez que c'est des conditions qui ne vont pas du tout de soi, puisque la première, ça dépend d'un désir qui est contingent, la deuxième, ça dépend d'une croyance qui est contingente. Donc ce n'est pas la simple existence de droits de propriété privée qui garantit quoi que ce soit. Ça, c'est des éléments d'analyse que ne met pas en avant Pascal Salin, qui s'en tient à une sorte de juridisme, en fait, en quelque sorte.
Et troisième condition, et c'est là que ça devient vraiment critique pour l'écologie libérale, troisième condition que doit remplir le propriétaire privé pour que le fait de lui donner en privé la ressource garantisse la préservation de la ressource, il faut que la ressource qu'il détient lui permette effectivement un bénéfice maximal s'il la préserve au cours du temps, sans que cette ressource soit dépendante de fluctuations de marché, et même plus précisément d'un certain type de fluctuation de marché qui aurait la courbe suivante. Il faut que la ressource dont il a la propriété privée n'est pas régie par des fluctuations de marché qui rendraient conjoncturellement très avantageux de vendre la totalité de la ressource transformée au moment présent ou dans une période très proche dans le futur, avant une période anticipable de long déclin ou de disparition de la demande. C'est-à-dire que si je suis propriétaire, je ne sais pas, d'animaux à fourrure, que il y a une très forte demande actuellement parce que c'est la mode, mais qu'on peut s'attendre à ce que c'est une mode qui disparaisse très fortement parce que dans quelques années, il y a une étude secrète scientifique qui va sortir et qui va dire que c'est des animaux qui donnent telle maladie de peau quand on porte leur fourrure. Enfin, j'invente l'exemple, hein, mais eh ben, le comportement rationnel du propriétaire privé, ça va être de maximiser à fond l'exploitation du troupeau d'animaux à fourrure, de tous les buter, de tous les vendre, parce que plus tard, ça ne vaudra plus rien en fait. Donc s'il a les caractéristiques que par hypothèse on lui a attribuées pour que ça fonctionne, ben, dans cette configuration de marché spécifique, il va juste détruire la ressource pour maximiser son profit en fait. Ce sera rationnel par rapport à la modélisation de son comportement qu'on a posée. Alors, je ne dis pas que c'est très fréquent qu'une ressource va avoir un pic de rentabilité avant de longuement décliner, mais en fait, on ne peut pas du tout exclure qu'il y ait certains cas qui se produisent là-dedans. Y compris, ne serait-ce, alors j'ai parlé des effets de mode, y compris, et là les libéraux diront que ce n'est pas la faute du marché, mais y compris s'il y a une législation qui se met en place. Par exemple, si je sais pas moi, la vente de fourrure va être interdite dans 3 ans, bah, ça peut être très intéressant de vite buter tous les animaux à fourrure, les vendre, et puis comme ça dans 3 ans, j'aurais rien perdu, puisque voilà, le profit futur que je pourrais pas faire, de toute façon, ne sera jamais une perte, alors que si je m'empresse pas de détruire la ressource, je maximise pas mon profit. Donc hein, il y a quand même plusieurs circonstances possibles hein, qui pourraient quand même amener au fait que la rationalité ne soit pas du côté de la préservation durable de la ressource, mais au contraire de son exploitation jusqu'à destruction totale. C'est évidemment des cas que ne considère pas Pascal Salin, d'où la fragilité en fait de sa défense du marché, qui semble implacable si on en reste au cas. Alors c'est pas tout le chapitre de son livre que j'ai reproduit, mais bon, tout le chapitre est à l'avenant, si vous voulez. Donc, il considère des cas qui soutiennent sa thèse, il ne considère pas les limites ou les contre-exemples. Donc, ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Bien sûr, le même argument, donc le même impensé, vaut aussi pour la limite de la thèse de Panekoek, c'est-à-dire que Panekoek ne voit pas qu'il y a des cas quand même aussi où il pourrait arriver à un propriétaire privé d'avoir un intérêt rationnel à la gestion durable de sa ressource. Il y a aussi des cas du monde réel qui pourraient rentrer dans cette catégorie-là. Mais en fait, les deux sont des contingences et les deux ne sont que des configurations parmi un ensemble plus vaste. Ce qui rend aussi bien la thèse que l'antithèse en fait unilatérale. Parce qu'elles partagent une croyance commune qui est fausse. En fait. Donc ça, je résume ça dans la fin du paragraphe suivant. Panekoek et Salin, donc la thèse et l'antithèse, ont tous deux péché par oubli des fluctuations de la demande du marché. Ce qui est peut-être un petit peu plus inexcusable dans le cas de Salin, puisque lui, c'est un économiste de formation quand même. Le marché peut parfois demander une satisfaction momentanée des préférences, par effet de mode, par panique, voilà, par configuration passionnelle momentanée, qui rendra l'exploitation future moins profitable ou non rentable, ce qui peut encourager la surconsommation de ressources. Mais inversement, il existe aussi des configurations de marché où l'absence de fluctuation encourage une exploitation durable de la ressource. Donc c'est ni jamais possible, ni toujours possible. C'est parfois. Modélisation. Alors, pour ne pas en rester tout à fait là, je voudrais quand même donner un petit peu plus de poids ou de crédit à la position qui critique l'écologie de marché et qui préférerait justement un modèle de préservation des ressources qui ne passerait pas par le libre marché, en mettant en avant que, outre les divers impensés que je vais faire sortir de cette position,
Hem, la position antilibérale est plus intéressante que la position libérale s'agissant de la question écologique, parce que c'est la position antilibérale qui est la plus à même, me semble-t-il, de prendre en compte du fait que, la surconsommation des ressources naturelles est tout à fait possible puisque, pour faire du profit, il s'agit de répondre aux attentes des consommateurs là, maintenant, à l'instant T, et pas des consommateurs dans un siècle ou dans 200 ans, en fait. C'est-à-dire que les intérêts des générations futures ne sont pas présents dans les préoccupations du marché, puisqu'ils n'existent pas en tant que consommateurs, en fait. Donc tandis que le marché libre ne fonctionne que pour satisfaire les préférences des consommateurs présents, eh bien, la régulation politique peut potentiellement anticiper sur la nécessité d'avoir des ressources plus tard, quand il y aura d'autres gens qui ne sont pas encore là, mais qui pourraient exister pour en avoir besoin. De ce point de vue, on ne peut que donner raison à Panikwek lorsqu'il dénonce dans le capitalisme un système régi par la quête du profit immédiat, le court-termisme, le présentisme, si on devait utiliser une notion qui nous parlerait plutôt de la sociologie du temps et de la façon dont les acteurs se représentent le temps. Voilà, la société, les sociétés occidentales, surtout depuis la fin du XXe siècle et début du XXIe, sont marquées de l'avis d'un certain nombre de sociologues ou de chercheurs par un présentisme, une disparition du temps futur, une volonté de jouir de l'instant présent, un ancrage dans l'immédiateté, etc., qui passe par les réseaux sociaux, qui passe par toutes sortes de choses. Hein, mais, le futur tend à disparaître comme horizon d'attente et catégorie d'espérance des acteurs, et ça semble être à la fois favorable à une économie de marché capitaliste, mais aussi potentiellement, si on était un peu plus marxisant, être l'effet du triomphe de la dite écologie de marché capitaliste par rapport aux modèles de planification qui ont pu exister durant les Trente Glorieuses, ou par rapport aux modèles soviétiques qui ont disparu, qui eux accordaient quand même plus de pertinence à des objectifs futurs indépendants des attentes immédiates des consommateurs, pour le meilleur et pour le pire. Donc le libéralisme que prône Pascal Salin, s'il n'encourage en soi aucun état d'esprit particulier, laisse la société et l'environnement sans défense face au présentisme, au consumérisme et au productivisme, qui en sont les corollaires dans le domaine de la production pour satisfaire justement des préférences qui sont à court terme et qui ne se préoccupent pas justement de l'environnement ou de l'intérêt de générations futures, qui ne sont pas représentés dans la demande de marché justement. Inversement, la rationalisation des demandes du marché exige bien quelque chose comme une instance qui s'imposerait à celui-ci, qui s'imposerait à l'anarchie de la société civile, comme dirait Hegel. Et ça, c'est la puissance publique qui peut être l'acteur de long terme, dans les cas les plus favorables, parce que je ne dis pas que les acteurs qui représentent l'État sont forcément rationnels et bienveillants, mais on ne voit pas vraiment quelle autre instance pourrait contraindre le marché à intégrer finalement ces impensés spontanés, ce qui n'est pas présent dans les rapports privés des individus lorsqu'ils sont à la recherche de leur profit personnel et immédiat. Et ça donne quand même plutôt du crédit à la préférence pour une préservation de l'environnement qui ne passerait pas par le libre marché. Par ailleurs, les impensés ou les limites du propos de Pascal Salin sont qu'il ne laisse aucun rôle positif à l'État. Hein. C'est vraiment un libéral à poil dur. Hein. Pascal Salin, c'est quelqu'un qui prône plus ou moins d'ailleurs la privatisation d'une partie des tâches de l'armée, voilà, de très larges secteurs de l'économie et de la vie sociale. Il n'accorde aucun rôle positif à l'État dans la préservation de l'environnement, et j'ai aussi trouvé que pourquoi est-ce qu'il voit les choses de cette façon aussi unilatérale, dans son livre en tout cas, c'est parce qu'il n'envisage les politiques écologiques que sous la forme de la nationalisation des ressources. Donc en fait, la seule écologie possible, c'est celle du libre marché, parce que la seule alternative concevable, c'est quand c'est l'État qui possède les ressources en propriété publique. Et là, il va faire ressortir tout un tas de limites qui sont effectivement souvent valables. Hein, l'État, c'est personne, donc il n'y a pas d'intérêt personnel à prendre soin de ses ressources. L'État peut être corrompu. L'État peut sacrifier. Enfin voilà, peut avoir toutes sortes de biais ou de non,
Ça enregistre plus là.